Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à la sélection de Noël pour 2021. Vidéo que je ne fais pas forcément tous les ans parce que c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne suivent pas la chaîne depuis longtemps, sachez que cette vidéo se base sur des tests que j'ai pu faire moi-même au sein de la chaîne et que je vous remettrai des fois ici en fiche, mais plutôt aussi en description parce que je n'ai que 5 fiches. Et se base aussi donc sur le fait que je vais consulter plein de tests, plein d'avis différents, en vidéo, en papier, en écrit, pour pouvoir voir un petit peu toutes les performances et les caractéristiques des produits. Et j'essaie de vous faire une sélection de 1, 2 ou 3 produits sur des thèmes précis. Et donc vous avez dans la barre de navigation, dans la barre de défilement de la vidéo en dessous, des chapitres pour aller directement sur la catégorie que vous voulez. Donc s'il n'y a que les drones et les enceintes Bluetooth par exemple qui vous intéressent, vous allez pouvoir aller voir uniquement la portion sur les enceintes Bluetooth et sur les drones et ne pas vous taper l'ensemble de la sélection high-tech de Noël. Et je ne vais pas détailler donc l'ensemble des caractéristiques des produits ici et toutes les performances qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas avoir. Le but c'est juste de vous dire, selon moi, dans les catégories en question, quels sont les meilleurs choix sur diverses gammes de prix. C'est parti, on regarde donc toutes ces catégories et tous ces produits juste après l'intro. On commence donc par les enceintes Bluetooth et je vous ai concocté une sélection de 3 enceintes avec 3 gammes de prix différents. La première, c'est la Anker Soundcore 2 qui est à moins de 50 € et qui, même si elle n'est pas extrêmement puissante et n'a pas une qualité de son hi-fi, fera très bien le job pour ce prix-là. Vous avez quand même un bon rendu du son, une bonne autonomie, une bonne puissance sonore si vous ne lui en demandez pas non plus trop. Faut pas vouloir sonoriser une énorme pièce pour faire la fête dedans à 50 bien évidemment. Mais voilà, si vous avez un petit budget et que vous cherchez une petite enceinte Bluetooth qui fait le job, qui a une bonne qualité de son et une bonne autonomie pour pas cher, la Soundcore 2 de chez Anker fera parfaitement l'affaire. Ensuite, on monte un peu en gamme avec l'Ultimate Ears Boom 3, donc l'UE Boom 3. Pour le coup, elle se trouve pour 110 €, elle a une excellente autonomie, une très bonne qualité de son et surtout elle est vraiment baroudeuse puisqu'elle résiste à l'eau et à la poussière, donc il n'y a aucun souci, vous pourrez l'emmener partout, y compris sur la plage, sur un canoë ou ce genre de choses. La troisième de cette sélection, c'est la Libraton Zip Mini 2, qui se trouve autour de 130 €, qui a une excellente puissance sonore, qui a une excellente autonomie, qui est surtout extrêmement polyvalente puisqu'elle est à la fois Bluetooth et Wi-Fi, compatible Alexa, compatible multi-room, bref c'est vraiment le couteau suisse des enceintes et le fait qu'elle soit Bluetooth et Wi-Fi vous permet, quand vous l'avez chez vous, de vous mettre en Wi-Fi pour avoir une bien meilleure qualité de son et ne pas être limité au codec SBC qu'elle gère par le Bluetooth. On passe maintenant aux enceintes Wi-Fi, où je vous ai encore fait une sélection de 3. La première, la moins chère, autour de 130 €, c'est également la Libraton Zip Mini 2. Donc pour toutes les raisons que je vous ai données avant, à savoir qu'elle est ultra polyvalente, qu'elle a une bonne autonomie, une bonne qualité de son, même si donc sur une enceinte Wi-Fi l'autonomie compte un peu moins puisque généralement elle est branchée, et que pour 130 €, avec du multi-room, de la compatibilité Alexa, etc., elle offre une très bonne partition pour un budget qui reste contenu. On monte un peu en gamme avec la Sonos Play One qui se trouve autour de 350 €. Là vous allez vraiment avoir une très belle qualité de son quand même, un son ample, assez puissant et surtout tout l'écosystème Sonos qui pour le multi-room, pour appairer plusieurs enceintes en stéréo ou ce genre de choses, va être extrêmement performant et intuitif. Donc ça peut être une très bonne sélection si vous cherchez une enceinte polyvalente qui gère beaucoup de choses, qui est très intuitive à utiliser et qui a donc une très bonne qualité sonore. Et enfin, pour le haut de gamme, je vous ai sélectionné la Cabas The Pearl Akoya à 1500 €. Donc c'est la petite sœur de la Cabas The Pearl tout court que je vous avais déjà mis dans une sélection de Noël il y a 2 ans. J'adore vraiment cette enceinte, elle a une qualité de son qui est magnifique. Et l'Akoya, c'est un peu l'équivalent du Phantom Reactor chez Devialet avec les fantômes. C'est-à-dire qu'on garde toute la beauté du produit haut de gamme, on en réduit simplement la puissance, mais on en garde vraiment les caractéristiques sonores d'exception. Et là, vous allez vraiment, avec cette The Pearl Akoya, avoir une qualité de son exceptionnelle, vraiment. Des basses incroyables, des aigus qui sont ultra ciselés, une présence sonore qui est vraiment difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas entendu au moins une fois. Donc le prix est à 1500 €, bien sûr, tout se mérite, mais vous allez avoir vraiment une qualité de son absolument irréprochable. Et en plus, Cabas, c'est français, donc c'est toujours bon à prendre. Pour ma sélection de casques filaires, je ne vous ai retenu qu'un seul casque, c'est le Beyer Dynamic DT770 Pro, qui en fait existe en 3 impédances, en 32 ohms, en 80 ohms et en 250 ohms.
L'avantage qu'il existe en 3 versions, c'est que si vous voulez l'utiliser par exemple plutôt avec un smartphone, vous allez prendre la version 32 ohms, parce que les smartphones ont quand même du mal à bouger des casques avec des très grosses impédances. Si vous l'utilisez sur un ordinateur avec une carte son dédiée ou ce genre de choses, vous allez carrément prendre la version 80 ohms, qui sera aussi très bien avec un baladeur par exemple pas trop haut de gamme. Et si vous avez du baladeur très haut de gamme hi-fi, que vous avez un gros ampli à la maison, que vous avez des cartes son un peu professionnelles pour du home studio, vous allez pouvoir prendre la version 250 ohms pour avoir vraiment quelque chose d'ultra quali et qui vous donne une restitution sonore vraiment géniale. L'avantage du DT770 Pro, c'est que quelle que soit l'impédance que vous choisissez, vous allez avoir une qualité de son excellente, très neutre, c'est-à-dire que c'est un peu un casque de monitoring et de mastering comme on dit, donc voilà, vous avez une signature sonore qui se veut la plus neutre possible, de manière à vraiment pouvoir écouter ce que vous êtes en train d'enregistrer, travailler comme son, ou profiter de la musique telle qu'elle a réellement été enregistrée. Et bien sûr, après, à vous d'utiliser les options d'équaliseur que vous avez sur les divers objets que vous utilisez pour écouter votre musique, pour pouvoir donner la signature sonore que vous voulez. En casque Bluetooth maintenant, je vous en ai sélectionné 3, encore une fois sur 3 gammes de prix différentes. On démarre sur l'entrée de gamme avec du Anker, encore une fois, avec le Soundcore Life Q30 qui se trouve autour de 60 €. Alors pour ce prix-là, vous avez quand même du noise cancelling, une très bonne autonomie, une restitution du son qui est correcte. Alors ne vous attendez pas à du son hi-fi bien évidemment, hein, les codecs restent les codecs de base en SBC et en AAC. Mais voilà, avec une autonomie de 40 heures, une application qui est vraiment extrêmement bien faite et bien fournie, une construction qui est plutôt correcte et son prix tout doux, ça reste une entrée de gamme que je peux que vous recommander. Ensuite, pour 160 €, vous avez le Plantronic Backbeat Pro 2. Alors bien que son codec ne soit que du SBC et que ça nuise un petit peu à la qualité du son et donc vous n'aurez pas un son entre guillemets hi-fi, vous allez quand même avoir un circuit qui travaille très bien le son après pour restituer quand même pas mal de détails et aller retravailler un peu le fichier. Vous avez une bonne autonomie autour de 20 heures et une réduction du bruit qui, même si elle ne fait pas partie des meilleures du marché, est quand même plutôt efficace. Le tout avec un design assez sympa et une construction vraiment de bonne qualité. Donc pour ce prix-là, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour ceux qui veulent vraiment monter en gamme, avoir une très belle qualité de son, je vous ai sélectionné les Sony WH-1000 XM3 et XM4, même si mon cœur va plutôt avoir tendance à aller vous conseiller le XM3. Alors pourquoi? Parce que le XM3 va avoir bien sûr les AAC et SBC, mais aussi les aptX, aptX HD et LDAC pour avoir des codecs un peu plus performants et avoir une meilleure qualité de son. Là où le XM4 n'aura que le LDAC ou le AAC et SBC et fait l'impasse sur les aptX et aptX HD. Je trouve ça dommage parce que certains téléphones ou certaines tablettes ne gèrent pas le LDAC et donc si vous avez en plus pas possibilité de bénéficier de l'aptX ou de l'aptX HD, vous vous retrouvez forcément sur les codecs les plus bas de gamme et sur un casque à ce prix avec cette qualité de son, c'est vraiment gâché. Donc c'est pour ça que je préfère quand même le XM3 à ce niveau-là parce qu'il va vous offrir plus de polyvalence. En autonomie, on est sur quelque chose de très bon, on va pouvoir tenir plus de 20 heures même avec l'annulation de bruit qui fait vraiment partie de ce qu'il y a de mieux sur le marché et vous avez une application qui est extrêmement complète et performante pour pouvoir gérer tous les paramètres de votre casque et vous allez avoir quelque chose de vraiment très qualitatif en termes de qualité de son. Vous allez en termes de prix par contre être un peu plus élevé que les précédents puisqu'on sera entre 250 et 350 € selon que vous vouliez opter pour le XM3 ou le XM4. En intra-auriculaire filaire, je vous en ai sélectionné 2. On commence par le Shure SE215 pour environ une centaine d'euros qui offre une très bonne ergonomie, vraiment un très bon confort dans l'oreille, une super qualité de son et franchement vous aurez vraiment à mon avis rien à lui reprocher et sur cette gamme de prix là on trouve difficilement mieux. Et ensuite, on monte en gamme avec les Sennheiser IE300 qui coûtent 300 €. Alors le IE300 n'est pas pour leur prix, mais pourtant voilà, ça se recoupe. Et là pour le coup, je pense que vous n'aurez absolument rien à reprocher à ces intras. C'est-à-dire qu'ils ont une qualité de son qui est vraiment impressionnante, avec une clarté de chaque fréquence, une scène sonore qui est hyper large. Ils sont ultra confortables et vraiment, si vous cherchez des très bons intras de super qualité, ces IE300 sont vraiment faits pour vous. En intra Bluetooth maintenant, je vous en ai sélectionné 2 également. On commence par le Jabra Elite 3 qui a une très bonne autonomie, une qualité de son qui reste plutôt bonne malgré le fait qu'il n'utilise que les codecs de base et qui sont hyper confortables. Et pour ceux qui veulent monter en gamme, on va partir sur les Sony, encore une fois, les WF-1000 XM4. Alors là, eux, ils sont proposés à 280 € quand même, mais par contre, ils offrent une qualité de son vraiment optimale. Ils sont compatibles LDAC, donc vraiment le meilleur codec Bluetooth qu'on puisse avoir pour l'instant.
Ils sont IPX4, ce qui fait qu'ils vont résister à la pluie, à la sueur, etc. Ils tiennent très très bien dans l'oreille. Ils ont une super réduction du bruit aussi. En termes d'autonomie, on est jusqu'à 12 heures sans annulation de bruit, 8 heures avec l'annulation de bruit. Bref, c'est vraiment des super produits. Pour ceux qui feraient du vélo, de la course à pied, avec beaucoup de circulation autour et qui voudraient avoir les oreilles qui entendent bien ce qui se passe dehors, je vous conseille d'avoir des écouteurs à conduction osseuse. Et pour ça, je vous ai sélectionné les Aftershock Strex Titanium. Ils vous coûteront environ 130 €. Ils ont une autonomie d'environ 6 heures. Ils tiennent très très bien sur la tête. Et franchement, si vous avez besoin d'avoir le conduit auditif libre pour entendre ce qui se passe autour pour votre sécurité, ça me semble être le meilleur choix. Au niveau des Action Cam, on va commencer avec la classique G-Osmo Action. Elle va vous coûter environ 250 €. Elle est moins bien stabilisée que sa grosse concurrente dont on va parler à la fin de cette catégorie, mais elle offre une très bonne qualité d'image, une stabilisation quand même correcte, un excellent rapport qualité-prix. Vous avez aussi la G-Osmo Pocket. Alors c'est pas tout à fait une caméra d'action dans le sens où elle est moins baroudeuse et moins endurante au choc ou ce genre de choses, elle ne va pas dans l'eau, etc. Mais je l'ai quand même placée là parce que ça me semble être une caméra qui peut permettre de vlogger, de filmer quand on est sur un skate, sur des skis, des choses comme ça. Avec sa stabilisation 3 axes intégrée, vous avez guère mieux sur le marché pour avoir vraiment quelque chose d'ultra smooth, même si ça bouge, même si ça vibre, même si voilà. Et donc je trouvais que ça pouvait être une bonne alternative pour un prix de 280 €, elle mérite vraiment de s'y intéresser. Et bien sûr, la ténor du genre, donc pour 430 €, la GoPro Hero 9 Black. Alors pourquoi pas la GoPro Hero 10 qui vient de sortir, parce que pour 100 € de plus, au final, vous avez assez peu de différence en termes de qualité d'image et une autonomie en baisse. Et pour moi, la GoPro Hero 10 ne mérite pas son prix, ne mérite pas le changement. Et les GoPro Hero 9 représentent pour moi le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme GoPro actuellement, en termes de performance, de qualité d'image, d'autonomie. Et voilà, je trouve que la 10 n'a vraiment pas lieu d'être pour l'instant. Il faudrait vraiment une vraie baisse de prix sur la 10 et l'arrêt de la commercialisation de la 9. Notez d'ailleurs qu'il n'existe plus vraiment de caméras de sport comme ça, d'action cam, bas de gamme et bas prix. On avait pendant un temps les Yicam par exemple qui proposaient des partitions plutôt très correctes à des prix extrêmement accessibles, qui n'existent plus, et toutes les autres caméras d'action qui vont vous être proposées sur les divers sites avec des marques qu'on ne connaît pas pour 30, 40, 50, 60 €. Vraiment, moi je vous conseille de passer votre chemin, la qualité est rarement là, on vous promet de la 4K qui n'en est pas, on vous promet de la 1080p qui n'en est pas, on vous promet du 60, 120, 240 images par seconde, au final c'est pas le cas. La qualité d'image est cracra, au bout de quelques heures d'utilisation, souvent elles sont complètement cramées. Bref, là, ça reste un domaine où il va falloir investir un minimum pour avoir un produit de qualité qui soit un minimum durable. Au niveau caméra 360 maintenant, on commence avec la Ricoh Theta SC2. Pour environ 300 €, vous allez avoir une bonne caméra 360 avec une très bonne qualité d'image, voilà, et un rendu qui sera somme toute extrêmement qualitatif. Et pour ceux qui veulent vraiment monter en gamme et en qualité d'image, vous avez l'Insta360 One X2 autour de 500 €. Là, vous avez une super autonomie, vous avez une fixation pour pouvoir la mettre sur des perches à selfie, sur des sacs, sur des choses comme ça, pour pouvoir faire plein d'angles de prise de vue originaux. La qualité d'image est vraiment optimale et il n'y a vraiment pas mieux pour l'instant en caméra 360 sur le marché, en tout cas d'après tous les tests que j'ai pu compulser et tout ce que j'ai pu regarder sur le sujet. En termes de drones, cette année, on va se contenter uniquement de drones G. J'avais eu tendance à essayer de vous trouver des Unique ou des Parrot les autres années, mais là, force est de constater que les autres marques de drones qui existent sont soit très difficiles à trouver en France, soit plus du tout au niveau pour celles qui peuvent proposer des alternatives. En termes de rapport qualité-prix, clairement, G écrase le marché. Donc selon le prix que vous voulez mettre, je vous conseille soit en entrée de gamme le G Mini 2 à 460 €. C'est un bon moyen de démarrer avec un bon drone polyvalent. Et surtout, il fait moins de 250 grammes, donc en termes de réglementation, vous avez quasiment aucune obligation sur le sujet, à part aller déclarer que vous en êtes le propriétaire sur Fox Alpha Tango. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire. Ensuite, si vous voulez monter en gamme, vous avez le GR2S pour environ 1000 € qui est vraiment excellent, avec le même capteur que sur le Mavic 2 Pro qui offre des performances vraiment de haute volée pour un drone de cette taille. Il fait moins de 600 grammes, donc il est ultra portatif quand même, il a une très bonne autonomie, bref, c'est un excellent drone. Et pour ceux vraiment qui veulent encore monter en gamme et qui veulent surtout pouvoir voler par gros temps, je vous conseille le Phantom 4 Pro V2 à 1700 €. Et là, pour le coup, les Phantoms sont des drones absolument incroyables. J'en ai eu un pendant un temps que j'ai remplacé par mon Mavic, mais clairement, je l'ai fait voler dans des conditions où jamais j'oserais déployer le Mavic. Je vous mets d'ailleurs une vidéo là pour que vous puissiez voir un petit peu un fantôme qui vole dans une tempête pour faire des vues sur un bateau. C'est juste impressionnant et vraiment, le fantôme est ultra sécurisant et ultra plaisant pour ça. Si vous avez l'impression que vous pouvez voler à peu près n'importe quand, quelles que soient les conditions météo, et que vous pouvez faire des prises de vue qui sont juste incroyables grâce à ça.
En termes de stabilisateur 3 axes ou de gimbal, clairement, on reste aussi chez G qui écrase aussi la concurrence, même si vous avez des Feiyu ou des choses comme ça qui peuvent proposer des choses intéressantes. Je trouve que le rapport qualité-prix de G aujourd'hui sur ce secteur n'a pas vraiment d'équivalent. Donc pour ceux qui voudraient avoir un petit stabilisateur pour leur smartphone uniquement, pour pouvoir faire des petites prises de vue en mode ultra léger, le GOM5, qui vous coûtera environ 160 €, qui reprend un peu le point fort du Feiyu Vimbulk 2 que je vous avais présenté d'autres années, puisqu'il a une petite perche à selfie télescopique intégrée pour pouvoir avoir des angles encore un petit peu plus intéressants et pouvoir faire des effets créatifs encore différents. Et donc pour 160 €, c'est pour moi le meilleur stabilisateur à smartphone à l'heure actuelle. Si vous voulez pouvoir utiliser votre appareil photo ou votre caméra, vous avez le G RSC2, donc c'est le Ronin SC2 en fait, qui est abrégé comme ça maintenant. Pour environ 450 €, vous allez pouvoir avoir une capacité d'emport jusqu'à 2,5 kg. Donc déjà pour la plupart des DSLR ou des petites caméras, il fera largement le job. Là c'est déjà pour les utilisateurs un peu plus exigeants, si vous voulez pouvoir mettre un rig avec 2-3 accessoires dessus, des choses comme ça, et vraiment commencer à faire de la vue stabilisée pour faire des projets quand même un petit peu ambitieux. Et si vous avez besoin de encore plus de matériel et de capacité d'emport encore plus importante, vous avez le G RS2, donc sans le C, qui va vous coûter à peu près 650 €, qui a une capacité d'emport donc de 4,5 kg là pour le coup, qui va vous permettre de mettre des gros DSLR ou des grosses caméras, type des Red ou des Alexa, des choses comme ça, et qui voilà, va pouvoir vous permettre aussi de les accessoiriser tout en ayant de la stabilité, parce que cette capacité de 4,5 kg vous permet vraiment de commencer à bien accessoiriser votre DSLR ou votre caméra. Et ça, c'est vraiment pour les projets ambitieux, professionnels ou semi-professionnels, ou vraiment les utilisateurs enthousiastes qui veulent avoir du super matos et se faire plaisir en mode technophile vraiment enthousiaste. On passe à la catégorie appareil photo et accessoires. Donc déjà, un petit appareil photo baroudeur dans le sens où il peut aller dans l'eau, dans la neige, sans rien craindre. On part sur l'Olympus Took TG6 pour 450 €, qui vraiment est absolument increvable. Et donc c'est un compact, bien sûr, ne vous attendez pas à avoir des super téléobjectifs, etc. Mais vous allez pouvoir faire des photos sous l'eau, dans la neige, dans des conditions extrêmes, sans craindre qu'il ne rende l'âme. Ensuite, on a le polyvalent, le Panasonic Lumix FZ1000, autour de 600 €, avec un zoom incroyable qui va vous permettre de vous offrir beaucoup de possibilités dans un format compact et léger. Et pour ceux qui veulent monter encore en gamme, on a l'enfant prodige, le Sony A7S3. Il est tout simplement excellent en photo, impressionnant en vidéo, y compris en très basse lumière et en très haute sensibilité. Et c'est vraiment un boîtier absolument magnifique, tant pour la photo que pour la vidéo. Au niveau des accessoires, je vous conseille bien sûr le flash, le Godox TT685, que j'avais testé sur la chaîne et que je vous remets ici en fiche. Dans la besace d'un photographe, un intervallomètre, c'est toujours utile et vous en trouvez des vraiment pas chers, y compris des sans fil pour seulement une quarantaine d'euros. Un mini trépied, c'est toujours pratique aussi pour pouvoir voyager léger et pouvoir faire quand même une vue stabilisée ou une pose longue. Donc ça, c'est pareil, c'est des accessoires photo à ne pas négliger et à penser à acheter. Ou encore un GorillaPod pour pouvoir s'accrocher à peu près partout avec son boîtier et son objectif. Et pareil encore, pouvoir faire des poses longues, des poses sur des points hauts en s'accrochant à un lampadaire ou à une rambarde ou des choses comme ça. Toujours pratique aussi, le GorillaPod, je vous le conseille. Au niveau des écrans pour photo, vidéo, graphisme, je vous conseille les Asus ProArt. La gamme s'échelonne de 250 € pour un 24 pouces Full HD à 1200 € pour un 4K en 32 pouces. Et je vous les conseille vraiment parce qu'ils ont un gamut super large, une dalle très homogène, ils ont une calibration hardware qui est top qualité et vraiment ce sont des super écrans pour les graphistes et ceux qui travaillent de l'image au sens large. Et en plus la garantie de 5 ans est quand même ultra sécurisante. Pour ceux qui voudraient des écrans de jeu, je vous en ai sélectionné 3 sur des gammes de prix différentes là encore. On commence avec l'AOC Q27 G2U qui va vous coûter 250 €. On est quand même sur un 27 pouces en QHD, donc pour ce prix-là, franchement, il a vraiment pas d'équivalent. Il est bien sûr 144 Hz, FreeSync, G-Sync, etc. Donc un super écran de gaming avec vraiment un prix extrêmement abordable au regard de sa fiche technique. On monte un peu en gamme avec le LG 27GN 750B. Il vous coûtera 350 €, c'est pareil, c'est un 27 pouces, sauf que lui il monte à 240 Hz, il est bien sûr aussi FreeSync et G-Sync, mais il est également HDR, ce que ne proposait pas l'AOC que je vous ai proposé juste avant à 100 € de moins. Et enfin sur le haut de gamme, le Gigabit FI32U pour 1250 €. Là pour le coup on est sur du 32 pouces 4K, 144 Hz. Il gère le HDR, le FreeSync, le G-Sync, il a des fonctions super sympas si vous avez plusieurs PC, puisqu'il intègre un système de KVM qui vous permettent de relier un clavier, une souris directement sur l'écran et d'avoir ensuite plusieurs PC et de naviguer entre les PC directement. Bref, vraiment c'est un super écran. Il a même en plus un OSD nouvelle génération qui est hyper pratique à manipuler. Enfin voilà, c'est du produit très haut de gamme que je ne peux que vous recommander. On passe à la catégorie des smartphones et là je vous ai sélectionné 7 produits à des gammes de prix différentes et à des usages différents.
En premier prix, je vous ai sélectionné le Xiaomi Redmi Note 10S pour environ 200 €, qui sera le téléphone à tout faire du quotidien pour ceux qui ne veulent pas se ruiner dans leur smartphone. Ensuite, on monte un peu en gamme avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, qui lui va être le meilleur rapport qualité-puissance-prix. C'est vraiment le téléphone qui ne vous décevra pas, même si vous voulez utiliser des grosses applications, faire tourner des gros jeux, etc. Il pourra tout faire tourner, y compris même 2 jeux en même temps. Si vous voulez par exemple jouer comme moi avec 2 comptes Pokémon Go en même temps, c'est pratique et il le fera sans problème. Le meilleur photophone à prix accessible, ça sera le Google Pixel 4a pour 500 € qui va vous permettre d'avoir quasiment ce qui se fait de mieux en termes de photos sur le marché puisqu'il égale les meilleurs iPhone et les meilleurs Samsung, mais donc pour seulement la moitié ou un tiers du prix. Et donc si vous voulez un très bon photophone parce que ça va être votre appareil photo principal dans votre quotidien, c'est vraiment le choix à faire. Le bon haut de gamme traditionnel, ça va être le Oppo Find X3 Neo qui pour 650 € va vous offrir une fiche technique très haut de gamme, super bien fini, super qualitatif et à ce prix-là, il a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Le Tenor photo et vidéo, c'est-à-dire celui qui vous fera vraiment les meilleures photos et les meilleures vidéos avec du RAW, avec de la 8K, des choses comme ça, c'est le Samsung Galaxy S21 Ultra qui vous coûtera environ 950 €. On continue de monter un peu en gamme avec le Galaxy Z Flip 3, c'est notre avant-gardiste dans cette sélection de smartphones. Il vous coûtera à peu près 1050 € et c'est ce fameux téléphone pliant. Donc pour ceux qui aiment ce côté pliant à clapet et qui veulent un téléphone vraiment avec un écran pliant pour être dans ce qui se fait de mieux et de plus avant-gardiste en ce moment en termes de technologie de smartphone, c'est le bon choix avec en plus une fiche technique extrêmement quali puisque vous avez ce qui se fait de mieux en termes de processeur, etc. Donc vous avez vraiment un téléphone capable de absolument tout faire. Et enfin, pour 1800 €, on a le téléphone à tout faire puisqu'il est à la fois téléphone et tablette, c'est le Galaxy Z Fold 3 que je testais d'ailleurs il y a quelques semaines dans une fiche que je vous remets juste ici en haut à droite de votre écran. Et vous allez avoir un test complet, mais c'est vraiment un très bon smartphone et une très bonne tablette réunis dans un format pliant qui tient vraiment parfaitement dans la poche. Et donc voilà, ça mérite son prix. En termes de télévision, je vous ai sélectionné 2 gammes. En téléviseur LCD, je vous ai sélectionné la gamme Sony HX90-96. Elle s'échelonne de 55 pouces pour 850 € à 85 pouces pour 2400 €. Avec cette gamme, vous avez des très bons téléviseurs avec un excellent traitement du signal. Pour le coup, j'adore le traitement du signal fait par Sony. Et pour moi, les télés ne pourraient être que des Sony ou des Panasonic en termes de qualité de traitement du signal et donc de qualité d'image finale. Vous avez une très bonne dalle avec une très belle colorimétrie. On est sous Android TV, donc on a beaucoup d'applications. On n'est pas obligé d'attendre que les applications soient portées sur des OS propriétaires du constructeur, etc. Et donc pour les cinéphiles, qui n'ont pas des gros budgets, qui ne veulent pas forcément passer à l'OLED, cette gamme HX90-96 me semble être le meilleur choix. Pour ceux qui veulent de l'OLED, je vous conseille les LG C10, qui s'écrivent CX, qui ont 55 ou 65 pouces de diagonale pour 1300 ou 1700 €. Et là, pour le coup, cette gamme, c'est soit pour ceux qui veulent de l'OLED, soit ceux qui veulent vraiment jouer sur leur télévision, puisque là, vous allez avoir du VRR, de la LLM, du taux de rafraîchissement à 120 Hz pour pouvoir profiter des consoles dernière génération, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose de très complet en termes de connectivité pour les consoles dernière génération. L'inconvénient par contre, c'est qu'on est sous le système d'exploitation de LG, qui est très bien, mais qui va limiter un tout petit peu le nombre d'applications que vous allez avoir en termes de choix. Donc vous allez retrouver toutes les principales, les Netflix, les Canal Play, ce genre de choses, les Disney+. Tout ça sera disponible, mais si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail avec des fonctionnalités réseau un petit peu poussées ou des choses comme ça, là vous allez risquer d'être un peu déçu puisque vous n'aurez pas toutes les applications que vous pourriez avoir avec les modèles Sony dont je vous parlais juste avant et le store Android TV qui est quand même beaucoup plus fourni et qui offre beaucoup plus d'options potentielles. Et donc pourquoi les LG C10 et pas les LG C1 qui viennent de sortir? Parce que les C1 certes sont encore un peu meilleurs en colorimétrie, un peu meilleurs en luminosité, etc. Mais le gap de prix, alors que là on trouve des C10 qui sont bradés grâce à la sortie du C1 par rapport au peu d'augmentation de qualité des C1, me semble pas justifié et donc je pense que prendre des C10 qui sont bradés en ce moment avec la sortie des nouveaux modèles me semble être vraiment la meilleure option cette année si vous voulez des télés qui ont déjà tout ce qu'il faut pour être parés pour l'avenir et avec des super rapports qualité-prix grâce à la sortie des nouveau modèles. Une chose que j'ai oublié, il y a aussi de quoi transformer n'importe quelle télévision
en télévision avec un système Ambilight, et là c'est vendu directement par Philips pour avoir vraiment le système Ambilight. Donc pareil, je vais vous remettre les 3 éléments en lien dans la description qui permettent de transformer n'importe quelle télé en Ambilight, en sachant que la seule contrainte c'est de passer par une source externe à la télévision, donc il ne faudra pas passer par une appli installée sur la télévision, mais si par exemple vous avez une Shield, et ben vous aurez toutes les applis disponibles sur la Shield, et ça pourra rentrer dans ce boîtier là pour ensuite aller gérer les lumières en plus de l'image que ça renvoie à la télé. Donc voilà, je vous mets des liens dans la description et vous n'hésitez pas à checker, et si vous avez des questions, je suis là. En termes d'imprimante, je vous ai fait une sélection uniquement chez Epson, parce que vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, que j'aime beaucoup cette marque et que je n'en ai jamais été déçu jusqu'à maintenant. Donc je vous ai sélectionné diverses imprimantes pour divers usages. Et donc là, pour le coup, avec les références à rallonge, je vais quand même regarder mon téléphone. Donc pour le travail ou les entreprises à la maison, je vous ai sélectionné la Workforce WF7830 DTWF, qui vous coûtera 280 €. Alors elle est compatible A3, elle a 2 bacs de chargement qui vous permettent de mettre 2 types de papiers différents pour pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement sans être obligé de recharger le papier à chaque fois. Donc si vous avez 2 types de documents principaux que vous imprimez, ça peut être quand même super pratique. Elle a un chargeur de documents pour la numérisation rapide de plusieurs documents sur le dessus. Elle est compatible avec des cartouches XL qui vous permettent d'imprimer en vrai environ 850 pages, même si elle s'est annoncée pour 1100, on sait que les annonces sont quand même généralement, les données constructeurs sur le sujet sont un peu optimistes, mais en gros vous aurez 850 pages d'impression réelle avec les cartouches XL. Bref, on est sur quelque chose de vraiment très polyvalent. Pour l'économie d'encre et la réduction de déchets, je vous propose une Epson EcoTank. Donc je vous propose la ET2720 qui ne va vous coûter que 250 € malgré que ce soit une EcoTank, et qui pour seulement une quarantaine d'euros va ensuite vous permettre d'imprimer environ 7000 pages couleur. C'est l'intérêt des EcoTank, vous les payez un petit peu cher, mais si vous imprimez vraiment de grosses quantités de papier et de grosses quantités de documents, vous les rentabilisez très largement sur le coût des encres. Pour ceux qui voudraient imprimer sur de la qualité photo avec un gamut très large avec plusieurs encres de couleur, là on a 5 encres de couleur, et jusqu'au format A3, je vous propose la XP 970, donc que j'avais testé ici, puisque c'est mon imprimante photo actuelle, et j'en suis extrêmement satisfait puisque voilà, les qualités d'impression sont top et la fidélité des couleurs est vraiment incroyable. Et pour ceux qui voudraient avoir une très bonne qualité photo, mais avec le côté EcoTank pour réduire les déchets et réduire les coûts d'impression si vous imprimez beaucoup de photos, ça peut être utile par exemple pour vraiment du studio photo à la maison, ou si vous êtes photographe et que vous voulez restituer vous-même certains documents photos à vos clients. On a l'EcoTank ET8550 qui vous en coûtera 760 €. Alors elle a que 3 cartouches pour les couleurs, mais elle a aussi une cartouche de noir pigmentaire et une cartouche de gris, ce qui fait que vous avez par contre des noirs et blancs qui peuvent être juste incroyables en termes de restitution, et un gamut de couleurs qui reste quand même très très correct malgré qu'elle ait que 3 cartouches de couleurs. Et en EcoTank, encore une fois, vous allez pouvoir faire de grosses impressions, puisque chaque cartouche vous coûtera 18 €, donc ça fait à peine 120 € pour recharger l'ensemble des cartouches, et avec ça vous pourrez imprimer plus de 2000 photos 10-15 ou plus de 250 photos en A3, ce qui est juste énorme pour ce prix d'encre, parce que normalement en termes de coût d'impression on est facilement à 5, 10, 15, 20 fois plus sur les imprimantes photo classiques non EcoTank, et donc si vous imprimez beaucoup de photos, vous allez avoir un coût d'impression qui va être vraiment ridicule, et c'est vraiment le choix à faire. Au niveau des NAS, on va rester chez Synology, classique sur la chaîne et par rapport à ce que je ne peux que vous recommander. Donc si vous voulez taper sur l'entrée de gamme, vous avez le 220J. Vous pouvez aller voir d'ailleurs mon test du 420J qui est en tout point équivalent en termes de hardware à l'exception du nombre de disques à mettre. C'est un entrée de gamme qui vous permettra de tout faire tant que vous ne lui demandez pas de transcoder de la vidéo, et pour du stockage, du partage de fichiers, de la sauvegarde, etc. il fera parfaitement le job pour un prix relativement contenu. Ensuite, le polyvalent accessible, je vais vous conseiller le DS218 Play, qui va vous permettre pour un prix contenu de pouvoir quand même transcoder de la vidéo, etc. et avoir quand même déjà quelque chose d'un peu plus robuste pour le multimédia. Le bon à tout faire pour les utilisateurs avancés, ça va être la gamme 920+ ou 720+, qui est d'ailleurs en test également sur la chaîne. En même temps, je vous montre ici, mais je pense que j'ai épuisé mon stock de fiches depuis le début de la vidéo, donc ça sera en description. Et là, pour le coup, vous pouvez à peu près tout leur demander, y compris du gros transcodage, etc., commencer à avoir des VM, des choses comme ça. Donc vraiment des outils très polyvalents. Et ensuite, pour les utilisateurs exigeants qui veulent un NAS haut de gamme, qu'ils vont pousser un peu plus dans leur retranchement et avec des très grosses quantités de stockage de données, eh bien vous avez le DS1621+. Là pour le coup, on a carrément un petit processeur Ryzen, alors c'est de l'entrée de gamme de Ryzen, mais ça tourne très bien, et si vous voulez commencer à avoir plusieurs VM ou des choses comme ça peut être vraiment le bon choix. On passe à la gamme des PC portables, et là pareil, je vais encore reprendre mon téléphone parce que les références sont vraiment compliquées. Donc le bureautique à bas prix, environ 500 €, je vous concerne l'Asus VivoBook R515 EABR1293T.
Voilà, vous comprenez pourquoi j'avais mes notes. Donc on est sur un i3 avec 8 Go de RAM, que je vous conseille quand même de pousser à 16 en rajoutant une deuxième barrette de 8 dès l'achat. 256 Go de SSD, on a vraiment quelque chose de polyvalent, et pour de la bureautique et de l'internet, ça sera parfaitement suffisant. Ensuite, si vous voulez vraiment un polyvalent plus performant, mais toujours pas pour du gaming par contre, mais pouvoir faire un petit peu de graphisme, de montage vidéo, de traitement d'image, des choses comme ça, je vous conseille le Lenovo IdeaPad 5i. Donc on a un processeur i5, 16 Go de RAM, un gros SSD de 1 Tera, et donc vraiment on a quelque chose de très performant pour de l'usage quotidien hors gaming. Et pour le gaming, je vous propose la gamme d'ordinateurs portables de chez Asus. À partir de 1750 €, le Asus ROG Strix G15. Là, on est sur un écran de 300 Hz, un processeur AMD R7 5600H qui est quand même très véloce, une belle carte graphique puisqu'on a une RTX 3060 qui, sur de la Full HD, est très bien, 16 Go de RAM, un gros SSD NVMe, bref, on a vraiment une belle configuration de gaming. Ensuite, je vais vous donner quelques idées d'objets connectés, et là, pareil, je vais avoir mes notes parce qu'il y en a trop. Déjà, les bracelets connectés, je vous conseille le Mi Band 6 qui, pour 45 € est un bracelet avec écran couleur, plein de bracelets comme ça que vous pouvez trouver en interchangeable pour changer la couleur et qui vous coûtent seulement quelques euros par lot de 10. Ça fait réveil silencieux, il a une grande autonomie puisqu'il tient à peu près 2 semaines. Il peut relayer donc bien sûr vos notifications comme une montre connectée. Il a un capteur SP2O plus un capteur de fréquence cardiaque, il peut surveiller votre sommeil. Enfin bref, vraiment c'est le compagnon idéal pour moi, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec l'autonomie, comme je vous le disais par exemple sur le test de la Galaxy Watch 4. C'est le Hugo du montage, je me rends compte que j'ai complètement oublié dans ma liste de vous parler de la Xiaomi Watch, donc la montre connectée de Xiaomi, qui est quand même une super alternative avec une très bonne autonomie, pas mal de fonctions, un GPS autonome, etc. et un super rapport qualité-prix comme c'est les faire Xiaomi. Donc voilà, je vous le rajouterai aussi dans la description, en plus des autres éléments que j'ai abordés lors de l'enregistrement de cette vidéo. Pour ceux qui voudraient une sonnette connectée, je vous conseille le Ring Video Doorbell, qui pour une centaine d'euros fera parfaitement le job. Ça vous permet de pouvoir accéder à votre sonnette directement, y compris depuis l'extérieur. Donc si quelqu'un sonne, vous pouvez lui répondre, lui donner des instructions si c'est un livreur pour qu'il dépose le colis en lieu sûr. Vous avez de la vidéo et donc du son dans les deux sens. Donc vraiment, c'est super pratique et moi je ne saurais plus m'en passer maintenant que j'y ai goûté. Pour ceux qui veulent installer une serrure connectée, je vous conseille la Yale Linus Smart Lock qui va vous coûter 250 €. Et pourquoi celle-ci en particulier? Parce qu'elle est quasi universelle. En fait, elle va s'installer sur à peu près n'importe quelle serrure de porte et elle va utiliser votre propre clé pour tourner la serrure, ce qui fait que vous n'avez pas à changer le barillet pour mettre un barillet motorisé, etc. Et donc, vous avez quasiment toutes les portes qui peuvent être équipées avec n'importe quel format de clé. Et donc, je la trouve plutôt pratique pour ça et c'est pour ça que je vous conseille ce modèle-là. En plus, elle est dotée d'une appli sans fioriture, mais qui fait parfaitement le job. Vous pouvez bien sûr déverrouiller à distance si vous avez quelqu'un qui passe chez vous. Vous pouvez envoyer une clé numérique à distance pour que la personne puisse ouvrir ensuite de manière ponctuelle. Enfin bref, voilà, vous avez toutes les options qu'on peut attendre d'une serrure connectée qui sont disponibles dans une appli qui reste somme toute agréable à utiliser. À noter également que cette serrure connectée est compatible avec les principaux assistants vocaux et que c'est toujours bon à prendre. En termes de prises connectées, je vous conseille les prises connectées Meros qui permettent d'avoir une mesure en plus de la consommation électrique. Vous les trouverez pour 12 € pièce en pack de 4, donc en gros 50 € les 4. Ça permet de les piloter, de les programmer avec des horaires, de les programmer dans des routines avec aussi des compatibilités Alexa ou Google Home. Bref, vraiment, elles sont extrêmement polyvalentes. Elles font à peu près tout ce que les TP-Link que j'avais testé sur cette chaîne font, sauf que les TP-Link avec mesure de consommation aujourd'hui ne se trouvent quasiment plus. Elles sont en rupture partout et donc l'alternative, ce sont ces Meros. Ensuite, pour ceux qui voudraient des ampoules connectées, je vous conseille d'acheter des ampoules connectées blanches mais avec un blanc réglable. Vous allez en général pouvoir les trouver autour d'une 30 à 40aine d'euros par pack de 3 ou 4. Et l'intérêt de pouvoir choisir la température de couleur, c'est que si vous êtes cocoon, vous pouvez mettre un blanc plus chaud. Si vous êtes en train de travailler, vous pouvez mettre un blanc plus froid qui sera beaucoup plus agréable pour pouvoir travailler sur des documents ou sur un écran. L'avantage qu'elle soit connectée en Wi-Fi sans hub, c'est que vous les connectez directement à la place de vos ampoules classiques et vous pouvez les piloter avec du Google Home ou de l'Alexa sans être obligé de relier une base à votre box ou à votre routeur. Et ça, c'est quand même super pratique pour la mise en place, c'est beaucoup plus facile. Et pour ceux qui voudraient une caméra connectée, je vous ai sélectionné la Xiaomi Mi Home 360 que j'ai également testé sur cette chaîne. Elle est super sympa parce que la qualité d'image est très bonne, la qualité dans le noir en infrarouge est excellente également, et en plus vous pouvez la déplacer et la piloter en la déplaçant à distance, donc ça c'est quand même pratique parce que ça peut permettre de couvrir beaucoup plus de surface d'observation que quand vous avez une seule caméra fixe et qu'il faut en mettre plusieurs pour couvrir tous les angles. Et en plus, vous avez aussi du son bidirectionnel, donc vous pouvez écouter ce qui se passe dans votre maison. Et si vous avez un enfant ou un voleur après que vous voulez interpeller, vous pouvez aussi lui dire que c'est enregistré
et que vous avez les images en temps réel qui sont enregistrées sur le téléphone, ça peut être dissuasif et ça peut être pratique dans un système de sécurité. Dans la catégorie autre, j'ai mis tout ce qui ne pouvait pas avoir de catégorie en soi. Donc pour ceux qui voudraient un casque de réalité virtuelle, je vous conseille l'Oculus Quest 2. Parce que pour seulement 350 €, en plus maintenant qu'ils ont augmenté le stockage de cette version à 350 €, vous avez un casque autonome, extrêmement facile à mettre en œuvre, avec quantité d'applications vraiment pléthorique, puisque vous avez à la fois le store Oculus, et en plus vous pouvez l'utiliser en link, en filaire ou sans fil avec votre PC pour pouvoir accéder par exemple aux jeux VR sur Steam ou ce genre de choses. Donc vraiment le catalogue est à peu près ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché puisque vous n'avez absolument aucun jeu qui ne serait pas compatible. Vous avez le réveil lumineux à simulateur d'aube qui vous coûtera environ une cinquantaine d'euros et qui est vraiment génial pour ceux qui ont du mal à se lever le matin. Je vous renvoie sur mon test aussi que j'avais fait sur la chaîne sur le sujet pour ceux que ça peut intéresser. Vous avez tout ce qui est émetteur et récepteur Bluetooth aptX, donc ça va vous coûter une trentaine d'euros et c'est vraiment super sympa pour rendre connecté Bluetooth avec une qualité de son quand même assez bonne, n'importe quel objet qui ne l'est pas, et aussi donc la PTX qui est compatible low latency, qui peut vous permettre par exemple de connecter sur une vieille télé qui n'est pas compatible Bluetooth, eh bien ce système-là pour avoir un casque Bluetooth quand vous jouez par exemple, et ne pas avoir d'écart entre le son et l'image, puisque voilà, vous allez pouvoir le brancher sur une chaîne Hi-Fi, sur n'importe quoi, et aussi bien recevoir un signal Bluetooth de quelque chose qui est Bluetooth sur quelque chose qui ne l'est pas, qu'envoyer de quelque chose qui n'est pas Bluetooth un signal Bluetooth vers un récepteur qui lui l'est nativement, ou en utilisant deux, utiliser quelque chose qui n'est pas Bluetooth pour émettre un son, et quelque chose qui n'est pas Bluetooth pour le recevoir, bref, les possibilités sont infinies. Dans les petites idées d'objets, je vous ai aussi mis ce petit truc-là qui permet de bien tenir son smartphone et d'éviter de le laisser tomber. Et au prix des téléphones aujourd'hui, ça me paraît être une option intéressante. Ça vous coûtera moins d'une dizaine d'euros, je crois que c'est 6 ou 7 euros. Ça permet d'avoir donc une très bonne préhension, de pouvoir aussi sur les grands écrans, pouvoir plus facilement manipuler son téléphone sans forcément bien le tenir en main et donc ne pas l'utiliser à deux mains. Et vous avez en plus, sur celui que je vous ai sélectionné, ce petit système qui permet ensuite de l'utiliser pour le poser sur un bureau par exemple, pour regarder une vidéo. C'est vraiment génial comme petit accessoire et franchement, depuis que j'ai découvert ce type d'accessoire, je ne peux plus m'en passer. Et enfin, dernière idée un peu technophile, c'est la station météo Netatmo. Donc cette station, elle est à partir de 150 € selon les accessoires que vous voulez, puisque vous pouvez mettre plusieurs satellites dehors pour répertorier diverses températures ou à l'intérieur pour traquer les températures de diverses pièces. Vous pouvez lui mettre un pluviomètre, vous pouvez lui mettre un anémomètre, bref, c'est une station météo qui peut être extrêmement évolutive selon le niveau que vous voulez lui donner. Et pareil, Netatmo, constructeur français, donc Cocorico, et je vous la conseille parce qu'ils font de très bons produits et leur station météo est juste excellente. Nous voilà arrivés au terme de cette sélection tech, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées à mettre sur votre cadeau de Noël ou pour pouvoir faire plaisir à un technophile de votre entourage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas donc à utiliser tous les liens qui sont en description, ça vous coûtera pas plus cher à vous, mais moi ça permettra d'avoir des commissions partenaires et donc de financer un peu la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement avec Tipeee, Utip ou le bouton rejoindre qui est sous la vidéo. On se dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.